La peur de l'océan est une crainte parfaitement légitime, inscrite dans nos gènes. Autrefois, les humains devaient éviter certains dangers, qu'il s'agisse de grands prédateurs ou d'eau profonde, pour assurer leur survie. Par ailleurs, nous n'avons exploré que 5% des océans, ce qui signifie que nul ne sait vraiment quelles créatures ou phénomènes pourraient en s'y cacher. Qui dans des circonstances ordinaires, une GoPro reste une simple caméra, mais la découvrir au fond d'une fosse de 120 mètres, perdue au cœur de la mer des Caraïbes, a de quoi glacer le sang. Certes, cette profondeur peut sembler modeste, mais un plongeur amateur ne dépasse généralement pas les 18 à 30 mètres, à moins qu'il ne s'agisse d'un professionnel aguerri. Imaginons néanmoins que vous soyez parvenu jusqu'à ce gouffre et ayez récupéré cette GoPro. Vous n'auriez pas survécu pour autant. En effet, dans cette cavité précise, une couche de sulfure d'hydrogène, un gaz hautement toxique et à l'odeur pestilentielle, se forme dès 90 mètres de profondeur. Or, l'appareil se trouvait encore 30 mètres plus bas, aux côtés de ses propriétaires, 2 explorateurs depuis longtemps disparus. À ce jour, rares sont ceux qui ont réussi à s'aventurer à une telle profondeur et à en ressortir indemnes. En réalité, ce n'est qu'au moyen de sous-marins que ces dépouilles ont pu être retrouvées. Vous vous demandez sans doute ce que contenait la GoPro. Dans de telles histoires, on s'attend souvent à des indices troublants. Pourtant, elle ne renfermait que des souvenirs heureux, immortalisant les bons moments vécus par ces explorateurs au cours de leur voyage. Une conclusion mélancolique à ce périple. Les abysses abritent également des créatures à l'apparence quasi irréelle, mais d'une manière à la fois fascinante et singulière, comme l'éponge extraterrestre. Ce curieux spécimen a été observé pour la première fois en 2016, près de la fosse des Mariannes. Il appartient à un écosystème surnommé la forêt de l'étrange, un sobriquet qui ne fait que renforcer son caractère intrigant. Ce qui le rend encore plus singulier, c'est la présence de 2 petites ouvertures, rappelant des yeux, et lui donnant l'allure d'une créature en train d'épier les alentours. Un autre détail surprenant, son squelette est entièrement composé de verre. Si les cafards vous terrifient, prenez une profonde inspiration avant de poursuivre. Prêt? Bien, car au fond de l'océan, il existe plus de 20 espèces distinctes de grands isopodes, des créatures semblables à des scarabées, pouvant atteindre 36 cm de long. Effrayant, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, ces animaux ne font qu'arpenter les abysses en quête de nourriture, à moins que vous ne plongiez à plus de 2000 mètres de profondeur, ce qui, comme nous l'avons vu, est irréalisable, vous ne risquez pas d'en croiser. Malgré son nom digne d'un film d'épouvante, le cténophore au ventre sanglant est en réalité une créature fascinante que l'on peut également rencontrer dans les profondeurs marines. Elle évolue entre 250 et 1500 mètres sous la surface, dans les tréfonds de la zone crépusculaire, bien loin des eaux où vous avez l'habitude de barboter. Ce qui rend cette méduse si unique, c'est sa teinte particulière. Dans cette zone où la lumière est presque inexistante, nombre d'espèces adoptent des stratégies d'adaptation, certaines émettant une faible lueur, à l'image de la baudroie, tandis que d'autres optent pour le camouflage. Cette méduse, quant à elle, arbore un rouge profond, rendant son estomac invisible aux autres prédateurs lorsqu'elle digère des proies colorées et bioluminescentes. Elle possède également une rangée de peignes qui diffusent une splendide lumière iridescente, sublime et redoutable. L'homme a lui aussi laissé son empreinte dans cet univers étrange qu'est le fond des océans. Selon l'endroit où vous plongez, vous pourriez tomber sur des fragments de moteurs de fusée ayant servi au programme Apollo. Lorsqu'une fusée est propulsée dans l'espace, certaines parties sont larguées dans la mer une fois le carburant épuisé, afin d'alléger l'appareil. L'un des moteurs de la fusée Apollo 11, celle qui a permis aux premiers humains de marcher sur la Lune, a d'ailleurs été retrouvé au fond de l'océan plus de 40 ans après son lancement. Il est désormais exposé au Museum of Flight de Seattle. Quand l'espace ne vous passionne pas d'inquiétude, il y a aussi de quoi captiver les amateurs de la piste de l'Oregon. 2 locomotives du 19e siècle reposent sous 27 mètres d'eau au large des côtes du New Jersey. Ces machines, datant des années 1850, ont probablement été précipitées dans l'océan à la suite d'une violente tempête ou volontairement jetées par-dessus bord pour alléger le navire qui les transportait et éviter son naufrage. La plupart de ces découvertes sont accessibles uniquement en plongée, mais rassurez-vous, même si l'idée des profondeurs marines vous effraie, vous pouvez tomber sur des phénomènes étranges rien qu'en vous promenant sur la plage. Prenez ces téléphones Garfield, échoués sur les côtes bretonnes. Depuis les années 80,
on assiste à des apparitions récurrentes du célèbre matou. Et il aura fallu près de 30 ans pour qu'un agriculteur de Portsmouth, nommé René Morvan, apporte une explication toute simple. Un conteneur rempli de produits dérivés de Garfield s'est perdu en mer avant de finir sa course dans une grotte marine. Il y a fort à parier que le sourire figé de ces téléphones continue de hanter les habitants de la région. Tout comme une tempête a révélé le mystère des téléphones Garfield, un autre phénomène similaire a mis au jour des épaves de navires engloutis depuis plus de 6 siècles. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un récit à la Titanic, mais d'une intrigue digne de pirates des Caraïbes. Lorsque la tempête a charrié ces vieux navires, les autorités de Césarée ont mis la main sur un véritable trésor comprenant 2000 pièces d'or, ainsi que des pièces d'argent et de bronze, des pierres précieuses et des bijoux. Un butin digne des plus grands récits de pirates. Mais ne vous faites pas d'illusions. Bien que les zones archéologiques sous-marines de la région soient accessibles aux plongeurs, ces richesses sont conservées en lieu sûr, dans un musée. En parlant de pirates, une autre curiosité sommeille sous l'océan. La cité engloutie de Port-Royal, en Jamaïque. En 1692, la ville a été frappée par un séisme dévastateur, suivi d'un tsunami. Un enchaînement catastrophique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce vestige historique peut encore être exploré aujourd'hui, à condition de plonger sous l'eau. Et ce n'est pas la seule ville submergée à travers le monde. On peut également citer Tonis Hérakléon, en Égypte, qui repose non pas au fond de l'océan, mais à l'embouchure du Nil. Il y a aussi Baïs, une cité romaine construite au-dessus d'un supervolcan. Vous pourriez penser qu'elle a subi le même sort que Pompéi, mais en réalité, le sol s'est lentement affaissé, précipitant la ville tout entière sous les eaux. Avez-vous déjà entendu parler de ces mystérieux cercles sous-marins ? En 1995, des plongeurs au Japon ont découvert des motifs parfaitement ronds dessinés dans le sable, mesurant 1,80 m de diamètre et évoquant les cercles énigmatiques des récits de science-fiction. Les scientifiques sont longtemps restés perplexes quant à leur origine, jusqu'à ce qu'ils surprennent le responsable en pleine action. Un minuscule poisson globe mâle, d'à peine 10 cm de long. Ce petit poisson utilise son corps et ses nageoires pour tracer des cercles et des motifs sinueux. Puis il embellit son œuvre de coquillages et de coraux. Ce travail minutieux lui prend environ 1 semaine. Tout cet effort fait partie d'un rituel de reproduction. Si une femelle est séduite par cette création artistique, elle déposera ses œufs en plein centre. La forme circulaire de ces motifs sous-marins permet en réalité de canaliser de l'eau douce vers le centre, créant ainsi des conditions idéales pour le développement des œufs. Effet surprenant, après la ponte, la femelle s'en va, laissant au mâle le soin de veiller sur leur progéniture. Si les poissons ne vous passionnent pas, voici une autre curiosité. Une cargaison de jouets de bain comprenant des canards en caoutchouc, des tortues, des castors et des grenouilles. 28 000 d'entre eux se sont retrouvés à la dérive. Initialement destinés aux États-Unis depuis la Chine, ces jouets ont connu un sort semblable à celui des téléphones Garfield. Une tempête survenue en 1992 les a dispersés à travers le Pacifique Nord. Certains ont mis plus d'1 décennie à atteindre le Royaume-Uni en 2007, tandis que d'autres, plus aventureux, ont poursuivi leur périple jusqu'en Australie, en Indonésie, au Chili, à Hawaï et même en Alaska. Avez-vous déjà découvert un objet insolite échoué sur une plage ? Dites-nous tout dans les commentaires, et à la prochaine fois. C'était le 10 avril 1912. Richard venait de partir de Southampton en Angleterre à bord du navire le plus célèbre de l'époque, surnommé l'Insubmersible. Comme il venait d'assister à une quasi-collision avec le SS City of New York, il décida d'écrire à sa femme pour lui raconter cet incident effrayant. « Ma très chère Sal, nous nous en sommes sortis hier après beaucoup de difficultés. » Il était loin de se douter qu'à peine 4 jours plus tard, sa plume et le bateau sur lequel il se trouvait seraient perdus à jamais au fond de l'océan Atlantique Nord. Était-ce là une sorte de mauvais présage ? Richard a-t-il pressenti ce qui allait se passer à bord ? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Monsieur Richard Geddes était à bord du Titanic le jour où il a écrit cette lettre à sa femme. Le 14 avril 1912, le navire semblait perdu à jamais. Avec lui, de nombreux secrets et trésors se sont déposés au fond de l'océan. Il a fallu attendre 1985 pour que l'épave du Titanic soit enfin redécouverte grâce à une technologie sonar de pointe.
Depuis, les scientifiques ont réussi à récupérer des milliers d'objets dans le bateau naufragé et un grand nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Par exemple, des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu de restaurant du navire et même un morceau de moquette d'une cabine de première classe. Tous ces objets ont captivé l'attention du public, comme les diverses histoires des personnes à bord. Les scientifiques ont même cherché à remonter entièrement le Titanic afin de l'étudier convenablement et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas davantage. Certains ont suggéré de remplir l'épave de balles de ping-pong pour qu'elle flotte jusqu'à la surface, et d'autres ont même envisagé d'injecter 180 000 tonnes de vaseline dans sa carcasse. Une autre stratégie envisagée consistait à utiliser quelques 450 000 tonnes d'azote liquide afin de piéger le vaisseau dans une sorte d'iceberg artificiel qui le ferait alors remonter par lui-même jusqu'à la surface. Mais toutes ces stratégies ont finalement dû être abandonnées, l'épave étant bien trop fragile pour être récupérée ainsi. Le Titanic est peut-être l'un des navires naufragés les plus intéressants. En tout cas, le plus célèbre. Mais les plongeurs en eau profonde ont encore beaucoup d'autres histoires à nous rapporter. Il arrive que parfois des avions se retrouvent au fond de l'océan. Des plongeurs qui exploraient les environs de l'île d'Oahu, dans l'archipel de Hawaï, sont tombés sur l'épave d'un avion F-4U Corsair. Il semble qu'il se soit écrasé dans l'océan en 1946 en raison d'un manque de carburant. Si tu pouvais plonger assez profondément, tu pourrais même tomber sur des statues et des objets disparus depuis très longtemps. Par exemple, les vestiges du seul parc archéologique sous-marin du monde au large de la côte de Naples, en Italie. On y trouve les ruines de l'ancienne ville romaine de Bayès. Les statues sous-marines qu'on peut y découvrir sont à couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une tournure plutôt ironique des événements, une partie de l'équipement que nous comptions utiliser pour nous rendre sur la Lune a été perdue au fond de la mer pendant de longues années. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver ? À partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, de nombreuses fusées Apollo ont été lancées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Lorsque le véhicule spatial atteignait une altitude d'environ 61 km, son premier étage, comprenant les moteurs, se séparait du corps principal. On pensait alors que ses composants étaient détruits ou perdus à jamais. Vraiment ? En 2012, une équipe de spécialistes a découvert un ensemble de moteurs de fusées à 4 km au large des côtes de la Floride. Après 2 ans de restauration, ils ont été confiés au musée de l'aviation de Seattle qui les expose au public. Peux-tu t'imaginer une ville entière plongée sous l'eau ? En 2001, une telle ville a été découverte dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes. Certains archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville de l'histoire. Pour comparaison, elle fait presque la taille de Manhattan et est constituée de murs massifs et de grandes places. Les plongeurs ont découvert des fragments de sculptures, des œuvres d'art et même ce qui semblait être d'anciens meubles en bois, vieux de 9500 ans, soit 5000 ans de plus que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici. Ok, et maintenant, pourquoi pas une rivière sous-marine ? Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait, mais des plongeurs affirment en avoir vu au sud de Tulum, au Mexique. Est-ce réellement possible ? Eh bien, pas vraiment. Car le cénote Angelita n'est pas une véritable rivière, mais un type très spécial d'illusion d'optique. Formé par une halocline, c'est-à-dire un nuage de sulfure d'hydrogène présent au fond de cette grotte sous-marine. Mais il se trouve que tu peux nager à travers ce nuage, ce qui te donnera l'impression de te déplacer dans une masse d'eau en mouvement. On ne trouve pas seulement des objets inanimés sous l'eau. Certaines découvertes concernent également des créatures marines plutôt effrayantes. Tu aimerais probablement éviter les méduses si tu ne raffoles pas des piqûres. Mais cette méduse géante, également connue sous le nom de méduse à crinière de lion, est la plus grande de son genre d'après ce que nous savons. En toute justice, tu ne tomberas dessus que si tu plonges dans les eaux des océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Tu ne pourras pas la rater, car elle mesure 36 mètres de long avec ses tentacules. Ceux qui pratiquent la plongée en eau profonde sont nombreux à rêver de découvrir un jour un trésor perdu. Un plongeur a touché le jackpot lorsqu'il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million de dollars au fond de la mer. C'était en 2015. Ce plongeur chanceux nageait juste au large des côtes de la Floride. Qu'a-t-il trouvé ? Eh bien, environ 51 pièces d'or, 12 mètres de chaîne en or et une pièce unique et rare qui avait été taillée spécialement pour le roi d'Espagne, Philippe V. En parlant de trésors perdus, il est arrivé aussi que des plongeurs trouvent des bateaux pirates. Ils ont découvert l'une de ces épaves en 2015, au large de la côte colombienne,
datant du XVIIIe siècle. La valeur de ce navire disparu a été estimée entre 4 et 17 milliards de dollars, car il contenait des richesses, des pierres précieuses, de l'or et d'innombrables d'autres objets de grande valeur. En comparaison, il y a une île entière dans les Bahamas qui est à vendre pour 75 millions de dollars. Un ordinateur est la dernière chose que tu t'attendrais à découvrir sous l'eau, n'est-ce pas? Et s'il ne s'agissait pas d'un ordinateur ordinaire, mais d'un ordinateur ancien? Un plongeur l'a découvert par hasard entre 1900 et 1901, sur le lieu d'un naufrage situé au large d'une île grecque. Les chercheurs pensent que cet étrange engin en pierre est la forme la plus ancienne d'un ordinateur. Il a été conçu à de nombreuses fins, notamment pour prédire les positions astronomiques ainsi que les éclipses sur le calendrier. Comme l'humanité a perdu la plupart des technologies de cette époque, il est incroyable que l'on soit tombé sur cet objet après des siècles. Cela nous a permis d'en apprendre beaucoup sur les Grecs de l'Antiquité. L'ordinateur se trouve maintenant au Musée archéologique national d'Athènes, si jamais tu voudrais le voir en personne. Ceci doit être l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la zone la plus profonde de tous les océans. Nous ne connaissons pas sa profondeur exacte, car il est très difficile de la mesurer, mais elle devrait faire environ 11 km et être 5 fois plus longue que le Grand Canyon. Des scientifiques ont étudié pour la première fois cet énorme trou en 1875 à l'aide d'une corde lestée. En 2012, le réalisateur canadien James Cameron a atteint le fond de la fosse à bord du submersible Deep Sea Challenger. Certaines des créatures les plus étranges de la planète vivent dans cet endroit, notamment la pieuvre Dumbo, le concombre de mer et le requin lutin. La fosse des Mariannes tient son nom des îles voisines, elle-même nommée Las Marianas en l'honneur de la reine espagnole Marianne d'Autriche. Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ses villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Pro Tiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique. Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque,
à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage, ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple, servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans, quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village. C'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football, et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ces vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord, et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter. Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau.
Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire. Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappants. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde.
L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des Lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 200, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents,
D'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières. Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale.
Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Sahul. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Sahul, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Sahul n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie, et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes. Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque.
Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenues un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Tu as probablement entendu parler de la mystérieuse civilisation perdue de l'Atlantide. C'était une société utopique et technologiquement avancée où les gens vivaient heureux. Mais quelque chose s'est passé et l'Atlantide a disparu de la surface de la Terre. Beaucoup pensent que cette cité se trouve au fond de l'océan Atlantique. Mais se pourrait-il que nous l'ayons cherchée au mauvais endroit pendant tout ce temps? Et si elle se trouvait à un endroit complètement différent? Et si l'Atlantide se trouvait au milieu du désert du Sahara? Cette théorie inattendue est étayée par plusieurs preuves. Mais pour étudier cette version, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Atlantide et comment on l'a découverte. La toute première mention de la mystérieuse cité remonte à 360 avant notre ère. Le philosophe antique Platon a écrit sur l'Atlantide. Son ouvrage « Dialogue » l'a décrit comme une terre riche, dotée de technologies avancées. Ses habitants étaient puissants, intelligents et beaux, comme des surhommes. Il a décrit en détail la structure de la ville, si bien que de nombreuses personnes ont cru en l'existence de l'Atlantide. D'après ses archives, les Atlantes ont construit cet endroit en plusieurs cercles concentriques de pierres noires et rouges. Ils ont ensuite recouvert ces cercles de laiton, d'étain et de métaux précieux. Dans la cité, il y avait des canaux sur lesquels naviguaient les bateaux. Les Atlantes étaient des marins, ils ont donc construit un passage entre leur ville et la haute mer. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux dessins de l'Atlantide, réalisés à partir de descriptions de Platon. Jette un coup d'œil à ces dessins et il y a une photo réelle de l'œil du Sahara. Cet endroit, situé au beau milieu du désert, a la forme de plusieurs cercles concentriques. On dirait qu'une ville détruite a laissé une trace dans le sable. De nombreuses personnes ont supposé que la cité perdue se trouvait à cet endroit, mais personne n'a pu le prouver. Autrefois, le Sahara était couvert de rivières et de lacs. Durant la préhistoire, il n'y avait que de l'eau ici. Jusqu'à présent, tout concorde. L'œil du Sahara a été découvert pour la première fois dans les années 1930. On a longtemps cru que c'était un cratère créé par la chute d'une météorite. Mais au milieu du XXe siècle, des scientifiques ont effectué une analyse du sol et ont réfuté la version d'une météorite tombée depuis l'espace. Finalement, tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait d'un dôme de roche en fusion sous lequel le magma s'était déchaîné. Pendant des millions d'années, le vent et l'eau ont façonné le paysage et ont fini par lui donner l'aspect de cercle parfait. Et si les Atlantes étaient venus à cet endroit et avaient utilisé les cercles naturels pour construire leur ville? Dans ce cas, il y aurait de nombreuses traces et artefacts de cette civilisation développée. Les archéologues y ont bel et bien trouvé des pointes de flèches, des lances, des rames et d'autres objets. Mais ces objets n'ont rien à voir avec l'Atlantide. Les artefacts trouvés dans l'œil du Sahara appartenaient aux Aqueuléens, une ancienne tribu qui fréquentait la région. Pour la première fois, des outils aqueuléens sont apparus il y a plus d'1,5 million d'années. Certains des objets trouvés ici pourraient avoir 130 000 ans. Et selon les archives, l'Atlantide existait il y a environ 12 000 ans. Les archéologues n'ont trouvé aucune structure artificielle à cet endroit, ni aucun débris ou trace d'une grande ville. On aurait pourtant trouvé quelque chose si une grande ville dotée de technologies avancées avait existé à cet endroit. Le principal défenseur de cette théorie est l'auteur d'une chaîne YouTube qui a recueilli 1 million de vues et a attiré l'attention de nombreux historiens et anthropologues. Mais l'idée selon laquelle l'œil du Sahara est l'Atlantide a été rapidement réfutée.
Les gens ont trouvé trop de divergences entre cet endroit et la description de la cité perdue. L'auteur de la chaîne a simplement tenté d'attirer l'attention des spectateurs en présentant des similitudes entre le paysage naturel et la cité antique fictive. Une autre théorie populaire prétend que l'Atlantide était un véritable continent situé au large des Bahamas. Puis, elle aurait été engloutie par le triangle des Bermudes. Selon cette légende, les ruines de la cité se trouveraient encore au fond du triangle. Mais cette théorie n'est pas non plus confirmée. On la doit à l'écrivain Charles Berlitz, et ses adeptes affirment que les murs et les rues de la partie occidentale des Bahamas pourraient être les ruines de l'Atlantide. Mais les scientifiques ne sont pas d'accord. Ils ont prouvé que ces murs sont des formations naturelles de roches côtières. D'autres rumeurs affirment que l'histoire de l'Atlantide a été inspirée par une catastrophe historique réelle, le déluge de la mer Noire dans le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire et la mer de Marmara. Vers 5600 avant notre ère, la mer Noire était 2 fois plus petite qu'aujourd'hui et comptait de nombreuses villes sur ses rives. Malheureusement, une énorme inondation a détruit cette civilisation florissante. En l'espace d'1 an, les villes ont été englouties et les survivants se sont installés dans des pays étrangers où ils ont raconté des histoires sur l'inondation. Ce sont peut-être ces récits qui ont inspiré à Platon l'idée de l'Atlantide. Dans les années 1950, des gens ont proposé une autre version. L'Atlantide était le continent qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il y a des dizaines de milliers d'années, un continent chaud avec des villes développées s'est déplacé vers le pôle sud en raison du mouvement de la croûte terrestre. Les Atlantes n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions froides et l'Atlantide a été recouverte d'épaisses couches de glace. Cette théorie a été réfutée lorsque les scientifiques ont commencé à étudier la nature des plaques tectoniques. Il s'est avéré que la croûte terrestre n'a pas pu déplacer un continent aussi vaste que l'Antarctique. Les plaques tectoniques ne se comportent pas de cette manière. Finalement, la question principale est, l'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Personne ne l'avait décrite avant Platon. C'est peut-être le philosophe qui l'a inventée, afin de souligner la justesse de sa vision de la vie et d'illustrer ses théories philosophiques. Dans ses œuvres, il a beaucoup parlé de la nature divine et humaine, et de la façon dont les hommes peuvent détruire cette nature. Il a parlé de sociétés idéales courant à leur perte à cause de comportements immoraux. Les Atlantes étaient soi-disant des gens épris de moralité et de spiritualité qui avaient créé une utopie. Mais ils sont devenus cupides et mauvais. Ils ont détruit leur nature profonde et en guise de punition divine, ils ont dû assister à la destruction de leur cité. Une nuit, des incendies et des tremblements de terre ont frappé l'Atlantide et l'ont plongé dans la mer. Les puissances supérieures punissaient les gens pour leur comportement immoral, et Platon voulait que tout le monde ait peur de la déchéance morale. Mais à en juger par les descriptions des tremblements de terre et des incendies, on pourrait croire que l'Atlantide a été détruite par une éruption volcanique, comme ce fut le cas pour l'ancienne ville romaine de Pompéi. De telles destructions se sont souvent produites au cours de l'histoire. Les catastrophes naturelles ont détruit de nombreuses cités florissantes. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1100 avant notre ère, en Méditerranée, lorsqu'une éruption volcanique a détruit la société minoenne alors très développée. Elle avait perduré pendant environ 2000 ans. Les Minoens vivaient principalement sur les îles de Crète et de Santorin. Ils avaient de belles maisons, un système d'égouts et une économie développée. Ils pratiquaient l'agriculture, cultivaient des fruits et des légumes, peignaient des fresques et fabriquaient des bijoux. Ils ont été les premiers à fonder la thalassocratie, un empire basé sur la mer. Ils vivent de la pêche, de la piraterie et du commerce maritime. En même temps, ils pratiquaient des rituels cruels et leur mode de vie était loin d'être moral. Habitués aux tremblements de terre sur l'île de Santorin, ils ont renforcé les murs de la ville avec des poutres en bois. Mais ils ne savaient pas ce qu'était une éruption volcanique. Et quand l'odeur de soufre est apparue dans l'air, ils n'ont pas soupçonné la catastrophe imminente. Lorsque le volcan a déversé des tonnes de lave et de cendres, tous les habitants de Santorin ont abandonné leurs maisons et tenté de s'enfuir. Mais ils n'ont pas pu. L'éruption et le tremblement de terre ont déclenché un tsunami. Une immense vague a inondé la partie côtière de la Crète. L'économie des Minoens a été durement touchée et leurs ports ont été détruits. Des étrangers ont alors attaqué la Crète et ont finalement mis fin à la civilisation qui s'y était développée. Certains historiens pensent que Platon aurait pu faire référence à l'empire minoen lorsqu'il a décrit l'Atlantide.
En utilisant leur exemple, il a montré comment les actions immorales pouvaient conduire les gens à leur perte. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins. Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux, en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé. La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées, et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer.
Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel. Connaissez-vous le nombre de continents sur Terre? La réponse semble évidente, 6. Mais un instant, l'Europe et l'Asie ne forment-elles pas un vaste ensemble appelé Eurasie? Ce pourrait sembler être le cas si l'on observe une carte du monde. Cependant, les scientifiques ont une approche différente. Ils ne se contentent pas de considérer les terres émergées. Les géologues examinent également la composition des roches qui forment les continents. En adoptant leur perspective, le nombre de continents peut même augmenter. Les continents perdus ne sont donc pas une légende. Certains ont existé, ou du moins ont existé dans le passé. Et ces continents ne sont pas toujours submergés. Ils se trouvent parfois enfouis sous d'autres terres émergées. Surprise! Des chercheurs ont récemment mis au jour un continent de ce type, le Grand Adria. Cela vous est peut-être familier? Effectivement, il existe un lien avec la mer Adriatique. Ce continent disparu est entièrement enfoui sous l'Europe. Il est entré en collision avec celle-ci et a commencé à s'enfoncer il y a environ 140 millions d'années. De nos jours, il repose sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et sa forme sont comparables à celles du Groenland, la plus grande île au monde. Mais comment les géologues ont-ils identifié le Grand Adria? Bien qu'il ne soit plus visible, il a laissé des traces. Des fragments se sont retrouvés intégrés aux Alpes, tandis que d'autres ont été incorporés dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires de ce continent disparu ont subi des transformations une fois ensevelies sous l'Europe. Des millions d'années de chaleur intense et de pressions énormes ont modifié leur structure. Le calcaire a cédé la place au marbre. Les temples grecs et romains que vous admirez lors de vos vacances ont été bâtis avec ce même marbre, héritage d'un continent oublié depuis longtemps. Le Grand Adria est ainsi resté caché durant des millénaires. Pourtant, d'autres continents disparus étaient à portée de vue. Connaissez-vous le 7e continent de la Terre, la Zélandia? Probablement pas, puisqu'il repose sous les eaux du Pacifique. Aujourd'hui, 95% de ce continent est immergé. Pouvez-vous deviner son emplacement exact? Son nom vous donne un indice. Il se situe sous la Nouvelle-Zélande. Si vous consultez Google Maps, vous pouvez discerner son contour, visible comme une zone d'un bleu plus clair, s'étendant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Autrefois, cette élévation dépassait du niveau de la mer et représentait environ les 2/3 de l'Australie, soit plus du double de la superficie du Grand Adria. Nous pouvons localiser aujourd'hui la Zélandia car elle n'a pas été submergée trop profondément. C'est aussi la meilleure méthode pour identifier d'autres continents perdus. Imaginez la Terre sans ses océans. Le fond marin n'est pas uniforme. Il est composé de montagnes et de tranchées. On pourrait plonger le mont Everest dans la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes. Et il resterait encore 2000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Cette profondeur extrême résulte d'un processus géologique appelé subduction, où la plaque du Pacifique s'est enfoncée sous la plaque philippine. La croûte terrestre est constituée de plaques qui flottent dans un manteau de roches en fusion. Lorsqu'elles entrent en collision, l'une s'enfonce tandis que l'autre s'élève. C'est ainsi que le Grand Adria a terminé sous le continent européen. Notre planète est en perpétuel mouvement, mais nous ne remarquons pas ce phénomène car il se déroule profondément sous nos pieds. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique formaient un seul et même territoire. Eh oui, les régions les plus froides et l'un des lieux les plus chauds de la Terre étaient autrefois réunis. L'Antarctique s'est séparé de l'Australie, mais il n'est pas parti les mains vides. Aujourd'hui, un plateau océanique se trouve dans l'océan Indien. Le terme de plateau désigne une zone de terre plate surélevée, et ce plateau porte le nom évocateur de Broken Ridge, un peu comme un titre de film hollywoodien. Autrefois, il était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen, et aurait constitué un pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Mais quel était l'aspect de ce territoire? La réponse pourrait se trouver dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien austral, les îles Kerguelen. Ces îles sont les vestiges de l'ancienne masse terrestre. Leur climat est froid, et elles abritent des glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, à l'époque, le climat devait être tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore de ce continent perdu étaient probablement semblables à celles des régions tropicales actuelles, et son paysage devait ressembler à celui de la Nouvelle-Zélande.
En parlant de cette région, pouvez-vous deviner à quel continent l'État insulaire de Madagascar appartenait autrefois? Si vous avez répondu l'Afrique, vous vous trompez. Mais personne ne vous en voudra. Regardez en haut à droite de la carte. La bonne réponse est l'Inde. Il y a environ 120 millions d'années, elle s'est détachée du continent africain et s'est dirigée vers le nord-est. Madagascar n'a pas réussi à suivre et s'est retrouvée en tant qu'île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Toutefois, des traces d'une masse terrestre encore plus vaste ont été découvertes. Le continent perdu de Mauritia. Les scientifiques ont trouvé des vestiges de cette terre ancienne sous l'île Maurice. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu touristique assez prisé, mais il y a des millions d'années, c'était un véritable point chaud parsemé de volcans. Les scientifiques ont pu retrouver les vestiges de Mauritia grâce à un minéral, le zircon, présent dans les roches volcaniques. Cette terre perdue couvrait autrefois une zone allant de l'île Maurice jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Si ce territoire existait aujourd'hui, il offrirait une riche combinaison de cultures indiennes et africaines, avec des plats locaux assurément épicés. En parlant d'épices, avez-vous déjà goûté à la cuisine indonésienne? Il y a seulement 50 000 ans, l'Asie du Sud-Est présentait un visage très différent. Sumatra, Bornéo, Java et même l'Australie n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. On trouvait alors deux masses continentales, Sunda et Saül, séparées par une profonde fosse océanique. D'un côté, il y avait l'extension du continent asiatique, Sunda, et de l'autre, la Grande Australie, Saül. À cette époque, Bali était encore situé à l'extrémité sud de l'Asie. Les biologistes ont été parmi les premiers à observer cette séparation, car les espèces se sont développées de manière distincte sur Sunda et Saül. C'est pourquoi l'Australie abrite des animaux uniques, comme le kangourou, le wombat et l'ornithorynque. Saviez-vous qu'un kangourou géant vivait autrefois en Nouvelle-Guinée? Cela s'explique par le fait qu'un pont terrestre reliait l'Australie jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les deux îles sont séparées par le détroit de Torres, qui est relativement peu profond, avec à peine 20 mètres d'eau. Cela nous rappelle que cette région formait autrefois une seule masse continentale appelée Saül. Un autre détroit océanique d'à peine 50 mètres de profondeur sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Le détroit de Bering se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne Béringie. Cette ancienne masse terrestre n'était pas particulièrement étendue, s'étirant sur environ 1600 km du nord au sud, soit seulement un tiers de la distance entre Los Angeles et New York. La Béringie revêtait une importance supplémentaire. Pendant les glaciations, elle formait un pont entre les continents. À cette époque, les niveaux marins étaient inférieurs de 90 mètres à ceux d'aujourd'hui. Si le niveau de l'eau avait baissé davantage, il aurait été possible de marcher du cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au cap Horn en Amérique du Sud. Voilà donc un itinéraire de randonnée vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il est possible de prendre un avion pour se rendre presque partout dans le monde. Le globe a-t-il jamais semblé si petit? Eh bien, à vrai dire, il l'a été. Il y a environ 2 à 300 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul supercontinent, appelé Pangée. Son nom, qui nous vient du grec, signifie « toute la Terre ». Mais la Pangée a commencé à se fragmenter. Le plus grand écart s'est formé entre l'Amérique d'un côté et l'Europe, ainsi que l'Afrique de l'autre. L'eau de mer a rapidement envahi cet espace, donnant naissance à l'océan Atlantique. Ce processus est loin d'être terminé. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'Amérique du Nord s'éloigne progressivement de l'Europe, à raison 2 ou 3 cm par an. Cela peut sembler peu, comparé à la durée de vie moyenne d'un être humain qui est d'environ 70 ans. Cependant, à terme, tous les continents se reconnecteront, formant un nouveau supercontinent. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire de la Terre, mais personnellement, je ne vais pas attendre que cela se produise. Il y a une île mystérieuse qui apparaît et disparaît comme par magie. Tout comme le chat de Schrödinger, l'île de Schrödinger existe et n'existe pas tout à la fois. Officiellement, elle s'appelle Sandy Island, et elle est bien apparue sur des cartes, mais elle n'a jamais existé dans la réalité. Des scientifiques australiens ont décidé de résoudre le mystère une fois pour toutes, en se lançant sur la piste de cet archipel insaisissable. Mais lorsqu'ils ont atteint les coordonnées à disposition, ils n'ont trouvé que des vagues d'un bleu infini, comme si l'île jouait à cache-cache avec eux. Cette histoire remonte à 1876. Un baleinier qui traversait la région a signalé la présence d'une île. Celui qui l'a vue a dit qu'elle mesurait plus de 24 km de long du nord au sud et environ 5 km de large, soit environ la taille de Manhattan, pas du tout minuscule.
Mais chaque fois que des chercheurs se sont rendus dans la région, ils n'ont rien trouvé. En 1974, une mission officielle en provenance de Nouvelle-Calédonie a donc déclaré que Sandy Island n'existait tout simplement pas et l'a donc exclu de toutes les cartes. Tout le monde a ensuite continué à vivre sa vie, jusqu'à ce qu'on remarque que l'île apparaissait sur Google Earth sous la forme d'une tache noire. En 2012, une autre expédition australienne se rendit sur place pour essayer d'obtenir une explication. Finalement, ils rédigèrent l'éloge funèbre de l'île perdue et clarifièrent la situation pour tous les curieux. Tout d'abord, au XIXe siècle, la cartographie n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Il était facile de se tromper dans les coordonnées. Ensuite, il y a le fait que la région est très active sur le plan volcanique. Il est probable que de la lave se soit refroidie et ait créé une sorte de radeau. Imaginons maintenant que le baleinier soit passé par là, qu'il ait vu le radeau volcanique et qu'il ait cru, de loin, qu'il s'agissait d'une île. Ce n'est bien sûr qu'une supposition. Les humains se sont aventurés très loin à travers le monde, et il a pu sembler, à un moment donné, que nous avions exploré les moindres recoins de notre planète. Mais lorsque le mont Lyco est apparu sur Google Earth, les scientifiques se sont soudain montrés très enthousiastes. Cette merveille cachée au nord du Mozambique n'est pas une forêt tropicale ordinaire. Elle est nichée à l'intérieur d'un volcan. Déterminés à confirmer l'existence de cette forêt mystérieuse, les experts ont réuni une équipe de scientifiques et de spécialistes de haut niveau venus du monde entier. Le voyage jusqu'au mont Lyco n'a pas été de tout repos. Une impressionnante ascension rocheuse verticale se dressant entre eux et la forêt. Mais après 6 années de planification et de préparation, ils étaient fin prêts à relever le défi. Une fois sur place, ils ont constaté que le site était encore plus beau qu'ils ne l'avaient imaginé. L'endroit ressemblait à un jardin parfaitement entretenu. La forêt semblait unique, très différente des autres forêts tropicales. Il y avait des chenilles incroyablement grosses et d'aspect dangereux, et ils ont même trouvé des pots anciens et des preuves d'un écosystème humain intact. Oh! Terra Incognita signifie terre inconnue. L'un des plus grands territoires inconnus mais en cours de dévoilement est celui qui se trouve sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Sous la surface enneigée se cache un monde entièrement nouveau, avec des canyons, des cours d'eau et des lacs que les scientifiques travaillent actuellement à cartographier. On ne peut s'empêcher de se demander s'il y a vraiment de l'eau liquide sous la surface gelée de l'Antarctique. Oui, c'est bien possible. L'eau peut exister à l'état liquide grâce à la pression, et aussi grâce à la chaleur qui émane de l'intérieur de la Terre. Ainsi, nous trouvons des merveilles, comme le célèbre lac Vostok. On ne le voit pas, mais le lac Vostok se trouve juste ici. Situé dans l'Antarctique de l'Est, il se trouve sous 4 km de glace épaisse. Cet immense lac a une superficie d'environ 12 500 km². Nous n'avons pu le découvrir qu'à l'aide de technologies de pointe telles que les sondes sismiques et les radars. Selon les scientifiques, il est probable que ce lac existe depuis une quinzaine de millions d'années. Le Bhoutan est connu pour être, entre autres, le pays le plus heureux de toute l'Asie. Mais il a longtemps gardé un trésor caché, l'une des plus hautes montagnes non escaladées du monde, le Gangkhar Puensum. Pour info, le Bhoutan est enchâssé dans les glorieuses montagnes de l'Himalaya. Les amateurs d'escalade ont donc été très enthousiastes lorsqu'ils ont découvert une montagne encore vierge. Imaginez que vous soyez la première personne à gravir un sommet inexploré. Cela vous garantirait certainement une place dans le livre Guinness des records. C'est une loi bhoutanaise qui a longtemps préservé cette montagne. Pour les habitants de la région, son sommet est un site sacré, entouré de mystères et de légendes. Selon l'une de leurs croyances, le caractère sacré de l'ascension d'une montagne ne réside pas dans le fait d'atteindre son sommet, mais dans le fait de communier véritablement avec la nature. Il faut admettre que les Occidentaux voient les choses autrement. Si vous vous trouvez dans l'État de New York, ne manquez pas de visiter l'Aglo General Store. Il vous faudra circuler quelque temps dans les Catskills, mais vous finirez par trouver ce magnifique et grandiose rien du tout. Aglo est l'une des villes de papier les plus célèbres d'Amérique, c'est-à-dire une fausse ville. Mais son histoire est différente de celle de Sandy Island. La ville d'Aglo n'a jamais existé, et ce n'était pas une erreur. Les cartographes ont une vieille méthode pour empêcher le plagiat. Ils ajoutent de fausses villes à leurs cartes pour savoir si quelqu'un a copié leur travail. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette pratique dégénère complètement. On raconte qu'un jour, dans une station-service, un homme a acheté une carte sur laquelle figurait la ville d'Aglo. Cette personne a ensuite décidé d'ouvrir un magasin à cet endroit et de l'appeler l'Aglo General Store.
Selon la rumeur, ce propriétaire aurait été poursuivi en justice par les auteurs de la carte. Quoi qu'il en soit, tout ça a duré quelques années, puis c'est devenu un sujet de plaisanterie nationale. Des Américains viennent de tous les coins du pays pour prendre une photo du panneau de bienvenue de la fausse ville. Et puis, il y a l'île de Bermeja, située dans le golfe du Mexique. Cette île bizarre apparaît sur de nombreuses cartes des XVIe et XVIIe siècles. Elle a probablement été dessinée par des explorateurs espagnols. Bien sûr, son emplacement exact varie d'une carte à l'autre. Son nom même apparaissait parfois sous une forme différente, Bermeja, mais on était pourtant sûr de son existence. L'île de Bermeja est apparue pour la dernière fois sur une carte mexicaine de 1921, et puis, pouf, elle a disparu définitivement. Les gens ont commencé à se poser des questions. L'île avait-elle coulé? Avait-elle été détruite? En 2009, 3 missions officielles ont été lancées à la recherche de l'île. Des technologies de pointe ont été utilisées pour explorer les fonds marins mexicains, mais Bermeja restait introuvable. Les chercheurs ont alors échafaudé quelques hypothèses. Penchons-nous sur l'une d'entre elles. L'île aurait été inventée par des explorateurs de l'époque pour tromper leurs ennemis dans leur quête de terres et de trésors. Cela semble plausible. Jetons un coup d'œil à Rio de Janeiro. Autrefois, la ville regorgeait de territoires informels. Ces lieux sont connus sous le nom de bidonvilles ou favelas. Ce sont comme des mini-villes à l'intérieur de la grande ville. Certaines favelas sont connues pour être particulièrement défavorisées, les habitants n'y bénéficiant pas des mêmes avantages que les autres citoyens, comme le système d'égouts et le ramassage des ordures. Ces bidonvilles se sont développées si rapidement que le gouvernement n'a pas eu le temps de suivre leur évolution. Aujourd'hui, ce sont donc généralement les habitants eux-mêmes qui nomment les rues, et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à leur disposition. L'un des plus grands bidonvilles du Brésil se trouve à Rio de Janeiro, la Rocinha. Il n'a été reconnu comme quartier par le gouvernement local que dans les années 90. Notre propre plancher océanique est moins bien cartographié que Vénus, Mars et la Lune. En fait, 95% de nos océans sont encore inexplorés. Étrange, n'est-ce pas? Nous disposons de la technologie nécessaire, qui consiste principalement à effectuer des sondages ultrasoniques, c'est-à-dire à envoyer des ondes sonores au fond de l'océan et à enregistrer ce qu'elles nous renvoient. L'un des principaux avantages d'une cartographie plus approfondie des fonds marins serait une meilleure connaissance. Vous disposez d'environ 130 millions de dollars. Que feriez-vous d'une telle fortune? Envisageriez-vous un voyage dans l'espace ou préféreriez-vous acquérir une île? Il existe bien des manières de dépenser une telle somme, mais un investisseur anonyme a choisi de l'utiliser pour édifier une extravagante cité sous-marine. Le projet n'est pas encore achevé, mais de nombreuses personnes œuvrent à le concrétiser. Si tout se déroule comme prévu, vivre sous les mers pourrait, dans un avenir proche, devenir une réalité. Au siècle dernier, une carrière de calcaire se trouvait à proximité de la frontière galloise, au Royaume-Uni. Elle fut inondée dans les années 90, formant un lac profond de 80 mètres. Aujourd'hui, un vaste chantier de construction l'entoure. Des camions y acheminent des matériaux tandis que des ouvriers en combinaison y assemblent d'imposants modules, semblables à de gigantesques sous-marins futuristes. Ces structures, appelées sentinelles, constitueront les édifices d'une petite ville sous-marine. Les ingénieurs conçoivent des matériaux en acier inoxydable à haute résistance, capables de supporter une immersion allant jusqu'à 200 mètres de profondeur. C'est la limite supérieure de la zone crépusculaire, un espace où la lumière solaire pénètre à peine. De grands calmars ainsi que d'autres créatures mystérieuses y évoluent. Imaginez-vous dans une chambre d'hôtel immergée, ouvrant les yeux pour découvrir un calmar géant vous fixant dans l'ombre. Ou pire encore, un œil immense vous scrutant au réveil. Ce genre de scène pourrait devenir réalité si les sentinelles venaient à être installées avec succès dans les abysses. Mais revenons à notre chantier lacustre. Ce projet se nomme Deep. Son ambition, rendre la vie sous-marine aussi agréable que possible. À l'intérieur des modules résidentiels, les équipes aménagent des chambres, des cuisines, des salles de bain, ainsi que de larges hublots d'observation. L'accès s'effectuera à bord de petits submersibles. Toutefois, cela n'a rien d'aussi simple qu'une course en taxi. Pour vivre sous l'eau, il faut suivre un entraînement rigoureux sous la supervision d'instructeurs qualifiés et s'exercer dans des simulateurs de vie subaquatique. Le coût de la vie y sera probablement exorbitant, mais cela devrait en valoir la peine. Au moins, on y mangera bien. Un chef cuisinier élaborera un menu dédié et les aliments seront conditionnés dans des sachets hermétiques afin d'en préserver les arômes et les nutriments.
L'ensemble est prometteur, mais une question demeure. Qui finance cette entreprise? Le mystère reste entier. Le projet Deep est soutenu par un mécène inconnu, qui a déjà investi plus de 100 millions de dollars. Il convient de noter que cette initiative n'est pas la première du genre en matière d'habitat sous-marin. Ainsi, en 1962, Jacques-Yves Cousteau, célèbre explorateur et plongeur, inaugura la maison subaquatique Conshelf 1. Il s'agissait d'un cylindre en acier installé à 10 mètres de profondeur dans lequel 2 plongeurs vécurent durant une semaine. En 1970, plusieurs femmes passèrent également 14 jours immergées dans les Caraïbes, à une profondeur d'environ 15 mètres. L'objectif de cette expérience était d'étudier la psychologie humaine dans un environnement exigu, comparable à celui d'un vaisseau spatial. Sans grande surprise, ce projet fut en partie soutenu par la NASA. Des baies vitrées tournées vers la faune marine, une cuisine raffinée, des festivités sous-marines et l'isolement loin de toute civilisation. Tout cela paraît séduisant. Mais si l'on met un instant de côté ces attraits ludiques, existe-t-il un intérêt véritable? Absolument. L'exploration des profondeurs océaniques. Nombre de biologistes marins estiment que l'exploration des océans est plus efficace lorsqu'elle s'effectue de l'intérieur. La plongée, en effet, présente des limites. Nos contraintes physiologiques restreignent le temps passé sous l'eau à environ 90 minutes. Des cités sous-marines offriraient la possibilité d'y séjourner durant des mois entiers. Mais l'enjeu demeure l'observation prolongée de la vie marine dans son milieu naturel. Au milieu des années 90, des chercheurs ayant entrepris l'étude du développement et de l'alimentation des coraux les avaient transférés en laboratoire. Ils constatèrent que les réactions des coraux variaient considérablement selon qu'ils évoluaient en environnement artificiel ou en pleine mer. Leur comportement en captivité différait nettement de celui observé dans leur habitat naturel. De telles cités sous-marines pourraient également représenter une aubaine pour les archéologues spécialisés dans l'étude des épaves englouties à travers l'histoire. Par ailleurs, elles pourraient jouer un rôle crucial face aux catastrophes naturelles. En cas de séisme, de tsunami ou d'éruption volcanique, ingénieurs et scientifiques pourraient concevoir des refuges aquatiques, à l'image du projet Subbiosphère 2. Ces structures circulaires, capables de s'immerger, offriraient un abri temporaire à 50 voire 100 personnes, leur permettant de survivre en toute sécurité à distance du danger. Les villes sous-marines pourraient constituer une réponse prometteuse aux problèmes de surpopulation, mais elles ne sont pas sans inconvénients. Les océans subissent déjà les effets de nos pollutions. Que se passerait-il si nous nous y établissions? Étudier la vie marine en laboratoire est une chose, ériger des complexes touristiques en est une autre. L'un de ces établissements, le Water Discus, sera implanté à une profondeur maximale de 11 mètres. Il comprendra 21 chambres ainsi qu'un restaurant offrant une vue imprenable sur les récifs coralliens. Si le séjour semble agréable, certains spécialistes redoutent qu'une présence prolongée n'ait des effets néfastes sur la santé, en raison d'un manque d'exposition au soleil. Cela dit, y passer une petite semaine pourrait s'avérer instructif. Le principal défi que pose la conception de laboratoires, d'hôtels ou d'abris sous-marins réside dans la mise en place de systèmes fiables de survie et de sécurité. Il est impératif de maintenir des conditions d'air, d'humidité et de température aussi confortables que possible pour les occupants. Or, cela exige une quantité d'énergie considérable. Aujourd'hui, tous les édifices sous-marins modernes dépendent encore de sources d'énergie situées en surface. Cependant, les scientifiques ambitionnent de rendre les installations futures complètement autonomes, en exploitant l'énergie cinétique des vagues et des panneaux solaires à haut rendement. Il est également essentiel d'adopter une architecture adaptée pour ces structures. Au lieu de recouvrir toute une cité subaquatique d'une immense coupole, il est bien plus judicieux de concevoir un ensemble de grands modules d'habitation. Ceux-ci doivent être conçus à partir d'acier, de verre et d'un ciment spécifique. Par ailleurs, la profondeur ne devrait pas excéder 300 mètres. Au-delà, la pression de l'eau imposerait des parois beaucoup plus épaisses. Pour acheminer et positionner ces modules résidentiels en toute sécurité, les ingénieurs ont recours à des caissons de ballast. Il s'agit de vastes réservoirs remplis d'eau servant à entraîner les structures vers le fond marin. Une fois les modules installés, l'eau peut être évacuée puis remplacée par de l'air, ce qui permet à l'habitation de remonter à la surface. Et qu'en est-il de l'air frais? Les poissons, eux, extraient l'oxygène de l'eau grâce à leurs branchies, mais ce procédé n'est évidemment pas envisageable pour les humains. Il faut donc acheminer de l'air depuis la surface. Celui-ci peut être diffusé dans la ville, puis combiné à une substance spécifique, le sodasorbe.
qui réagit avec le dioxyde de carbone afin de l'éliminer. L'idéal serait de pouvoir produire de l'oxygène directement dans les villes sous-marines, sans dépendre de sources extérieures. Pour cela, il faudrait aménager des fermes peuplées de plantes capables de photosynthèse. Toutefois, ces végétaux devraient alors se contenter d'une lumière artificielle en lieu et place du soleil. Si l'on envisage une autonomie totale, les habitants pourraient s'approvisionner directement dans l'océan. Il suffirait d'enfiler équipements de plongée, masques et bouteilles d'oxygène, puis de sortir par un sas étanche. À l'aide de harpons et de filets, il serait alors possible de capturer son repas. Attention toutefois à surveiller ses réserves d'oxygène et à ne pas trop s'éloigner. Frire son poisson à la poêle est à éviter, car les odeurs seraient envahissantes. Dans un habitat sous-marin, l'air, confiné comme dans une cabine d'avion, ne se renouvelle pas facilement, ce qui accentue les émanations. Peut-être qu'un jour, des espaces de cuisson spécifiques verront le jour. Mais en attendant, il faudra se contenter d'aliments en conserve ou déshydratés. Envie de bouger un peu? Faites une promenade sous-marine. Au lieu d'une bouteille, vous pouvez utiliser un tuyau reliant votre masque à une réserve d'air dans votre logement. Mais attention, votre exploration sera limitée. La longueur du tuyau impose une distance à ne pas dépasser. Air, alimentation, structure sûre et l'eau potable. À l'avenir, des filtres intégrés à ces hôtels pourraient nous permettre de dessaler l'eau de mer. Cette ressource pourrait aussi provenir de la condensation formée dans l'habitat, ou même des sécrétions humaines. Cela peut surprendre, mais les astronautes, par exemple, utilisent depuis longtemps des dispositifs capables de recycler leur fluide en eau potable.